Alors, je suis obligé de vous dire qu'aujourd'hui, on n'a pas un spécial, mais on va parler de violence conjugale, parce qu'entre autres, c'est dans l'actualité, mais au-delà de là, c'est toujours actuel, malheureusement. Et dans la section, ben coudonc, il y a du monde qui s'en sort. On a une entrevue avec quelqu'un qui est, bon, il a changé de nom, il s'appelle Pierre. Évidemment, il ne veut pas être reconnu parce que Pierre a été quelqu'un de violent et il est allé chercher de l'aide. Puis on a trouvé ça très intéressant de pouvoir lui parler. Mais c'est important, je trouve, de prendre cet angle-là parce qu'on pense aux victimes, aux terribles victimes quand il arrive des drames comme ce qu'on a couvert dans l'actualité, mais il y a tout l'autre côté de la médaille aussi qui est la violence, la personne qui le vit. Il faut aller au cœur du problème aussi. Absolument. Ça fait partie de la solution. Absolument. Bonjour Pierre. Bonjour, ça va bien? Oui, toi-même. Oui, ça va super. Bon, c'est très gentil de vouloir parler de l'autre côté de la clôture qui est... ça prend quand même un élan, je dirais, d'humilité, là, de dire, bon, ben, je suis passé par une passe qui est à proscrire, on le sait, faut pas, mais ça existe. Peux-tu nous faire le film du match un peu? C'est-à-dire, ça a commencé où ton truc, puis qu'est-ce qui fait que tout à coup, tu te dis, hey, moi, ça n'a pas de sens, je veux de l'aide parce que je veux pas être ce gars-là? En fait, en 2023, il y a eu un épisode avec un de mes garçons. En fait, mes deux garçons ont eu un genre de problème ensemble, puis ça a été, je pense, la goutte qui a fait déborder le vase dans la dynamique familiale. Okay. Donc, la police est intervenue, la DPJ aussi. Et puis, après ça, là, quand la DPJ rentre, ils font des analyses sur la famille. Puis là, je me suis rendu compte, à travers toutes les analyses, que j'étais une partie du problème. On dit que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Des fois, ça peut s'expliquer, puis on comprend quand que les fesses te sont mis dans la figure. Mais là, ma conjointe a fait aussi un peu de recherche, puis elle a découvert l'entraide de l'organisme avec lequel j'ai fait affaire. Puis, c'est de l'investissement de soi. Puis, au début, je n'étais pas réticent, mais je trouvais l'idée était bonne, mais je n'étais pas prêt à m'engager dans un cheminement aussi long. Donc, après des recherches, puis peut-être après une introspection, j'ai décidé de faire affaire avec cet organisme-là. Puis j'ai fini mon parcours en octobre 2025. Puis on y reviendra sur le parcours, mais à partir de quel moment vous vous êtes rendu compte justement que, bon, il arrive quelque chose avec vos enfants, c'est difficile pour vous de le gérer. À quel moment vous avez senti que vous aviez peut-être un excès de colère? Ben, c'était avec les interactions que j'avais avec plus avec un de mes deux garçons, parce que lui, il est diagnostiqué avec un TDAH. Fait que je pense que j'étais pas bien outillé pour faire face à ces situations-là. Fait que quand tu fais face à ces situations-là et que t'es pas outillé, tu réagis fortement. Donc moi, j'embarquais beaucoup dans le contenu. Ce que je pouvais dire va être très déplacé, mais on n'est jamais arrivé au physique, des coups, etc., mais c'est plus des paroles. Puis ça se présentait comme une pulsion. Il y avait quelque chose, un comportement perturbateur, puis vous, ça agissait comme tout de suite une pulsion à l'intérieur de vous. Exactement, parce que ça n'allait pas chercher mes valeurs. Fait que là, je me mettais comme sur la défensive. Là, je disais des choses, là, ça l'escaladait au niveau de mon garçon, puis là, les paroles escaladaient comme ça, puis c'est pas des choses que en tout cas, j'ai beaucoup de regrets, puis il y a des choses que tu peux pas dire à certains enfants, mais finis par dire des choses que tu regrettes. Mais c'est après coup. Tu comprends? Fait que c'est comme à ce moment-là, t'es comme je peux pas continuer à vivre comme ça. Je peux pas continuer à interagir comme ça avec mon garçon. Je suis supposé de l'aimer, je l'aime, mais c'est juste que des fois son comportement fait en sorte que ça vient chercher une colère en dedans de moi-même que je suis pas capable de gérer. C'est quoi le lien, Pierre, que tu fais avec du recul entre ces événements-là où tu juges toi-même que tu étais verbalement violent et la contrariété? Quel lien tu fais entre le fait que quand tu étais contrarié, parce que c'est souvent ça qui est le moteur, le déclencheur, c'est quoi le lien que tu fais avec la gestion de la contrariété? Je pense que, comme j'ai dit tantôt, c'est les valeurs que moi, je me reconnaissais pas là-dedans. Moi, j'ai un parcours comme enfant, j'ai vécu mon parcours, mais quand je vois un enfant interagir comme ça avec un adulte, là, c'était moi le parent, je me sentais pas respecté. Je me disais que, OK, on me dit des choses que je suis pas capable de tolérer et d'accepter. Donc, pour moi, c'était le verbaliser envers mon enfant, puis peut-être pas de la bonne façon. Est-ce que Je sais pas si je réponds à ta question. Oui. Est-ce que cette situation-là avait un impact sur votre conjointe, sur votre relation de couple? Oui, ça, absolument. Puis en fait,
c'est des paroles qui sont dures à entendre des fois, mais tu sais, quand on dit que une partie du problème, ça fait réagir, puis ça te fait, c'est douloureux, puis tu ne veux pas en arriver là. Tu sais, il y a des fois, j'intervenais avec mon garçon, puis ma blonde me reprenait sur le fait ou après fait. Elle dit non, ce que tu as dit là, tu as dépassé les limites. Là. Ça se dit pas. Là. Tu sais, fait ce que tu dis, c'est par impulsivité, puis ça peut avoir des répercussions à long terme sur ton enfant. Fait que ça me le remettait un peu dans face, entre guillemets, là. Mais c'est des choses qui sont pas le fun à entendre. Puis quand c'est à répétition, comme ça, ben tu sais, on dirait que il faut que ça arrête, mais tu sais pas comment. Tu sais pas comment prendre les... Ouais. Comment réagir pour dans cette situation-là. Pierre, est-ce que tu peux raconter le moment où tu t'es dit, cette fois-là, c'est la fois de trop, je veux plus être ce gars-là, puis je passe à une autre étape, je vais chercher de l'aide, par exemple? En fait, c'est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment eu de situation... Ben, je sais qu'il y a tout le avant que la DPJ rentre. Ça, j'étais conscient de ça. Mais l'élément déclencheur, c'était vraiment quand mes deux garçons se sont un peu... se sont battus. Puis là, c'est là que j'ai dit que non, ça peut plus continuer ici. Là. OK. La dynamique familiale n'est pas supposée être comme ça. Il faut que ça arrête. À partir du moment où vous allez chez Entraide pour hommes, comment ça se passe pour vous? J'imagine que la première fois qu'on décide d'aller cogner à cette porte-là, c'est pas évident. Mais comment vous avez vécu l'expérience? Bien, c'est sur base volontaire. Donc, il n'y avait pas de pression. Fait que le choix, il est venu de moi. Fait que ça, c'est bien. Ça m'a pas été forcé. Quand j'ai dit à la DPJ que je considérais y aller, eux autres, ils ont apprécié ça, puis à bras grands ouverts, en disant que, OK, tu vas faire tes démarches, ton gars va faire les démarches de son côté. Mais le fait que je prenne les démarches comme ça, je pense qu'ils l'ont apprécié. Mais étant donné que c'est sur une base volontaire, tu y vas pas de reculons. Fait que tu es prêt à accueillir tous les outils, tous les commentaires dans ton cheminement. Puis là, quand tu rentres en contact avec eux autres, ils te mettent en confiance du moment où ils t'appellent. Fait que tu as une petite entrevue avec eux autres, tu as des rencontres individuelles avant avec un intervenant pour connaître ton parcours. Puis une fois que c'est fait, là, tu es sur une liste d'attente pour rentrer dans un groupe. Les groupes sont à peu près, je pense, c'est 8 à 10 personnes. Vous avez choisi quand même un cheminement de presque 20 semaines. Vous avez choisi de parcourir ça, quand même, de faire tout un travail sur vous. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quel outil vous a aidé finalement à désamorcer puis à vous aider à peut-être mieux gérer les émotions? L'outil numéro 1 que j'ai sorti, c'est assez simple. Mais c'est comme on appelle ça le pas de recul. C'est dur à faire dans les premières fois parce que quand mon garçon pouvait interagir comme qu'il faisait avant, aussitôt j'embarque dans le contenu. Mais là, c'est juste tu te retires de la situation. OK. Tu prends le temps de décanter. S'il faut, tu vas prendre une marche. Mais tu te retires de la situation puis tu continues pas dans la conversation. OK. Il y a l'aspect du thermomètre. Pardon? L'aspect du thermomètre. Oui, exactement. Oui, le thermomètre, oui. Ben, expliquez-moi, vous avez l'air de tout savoir de quoi vous parlez. Là. C'est quoi le thermomètre? Ben, c'est pour ça que j'y place. C'est pour ça que je veux qu'il nous l'explique. C'est quoi, Pierre? Oui, en fait, le thermomètre, c'est... tu as les degrés de... tu as ton vert, tu as ton jaune-orange et tu as ton rouge. OK. Là, je vous parle en ce moment, je suis dans le vert. Mais mettons que je suis avec mon garçon puis on t'arrête de se pogner, on est dans le rouge. Fait que deux personnes qui sont dans le rouge qui se parlent en même temps, ça va mener nulle part. Fait que là, c'est là qu'on suggère de se retirer, le pas de recul. Et une fois que moi, je suis dans le vert et l'autre personne est dans le vert, ben là, on peut se prendre un moment puis s'expliquer. OK. Wow. Ce que je faisais pas avant. Okay. Fait que ça a été... fait qu'on met les deux outils ensemble, puis moi, je l'ai essayé quelques fois, puis ça a été, je peux dire, entre guillemets, le mot magique, là. Je veux dire, tu reviens avec l'enfant après, puis ça passe de prendre une discussion d'1 heure en criant, puis en s'assinant, puis en disant des bêtises. Mais là, ça a pris 2-3 minutes. Là. Ah ouais. Ça a été réglé. Ah, c'est super intéressant. Vous avez parlé aussi de la DPJ. Comment ça s'est passé, la DPJ qui vient se mêler de votre famille? Est-ce que ça a créé plus de friction? Est-ce que la DPJ vous a aidé? Au début, c'est dur d'avoir la DPJ rentrer dans la famille parce que tu t'attends pas à voir ça dans ta famille quand tu crées une famille. Donc, mais quand ça arrive, c'est pour une raison. Mais le début a été quand même
été rough parce qu'ils nous disent des choses, ils nous disent nos vérités. Là. Ils sont pas là pour nous cacher l'information puis cacher les faits. Mais une fois que la DPJ était là pour nous, mon garçon il a fait un séjour en centre jeunesse. Lui, il a eu son cheminement. Moi, j'ai eu le mien de mon côté. Mais une fois que le centre jeunesse, une fois que mon garçon est revenu à la maison, la DPJ est restée dans le dossier. Il venait chez nous une fois par semaine, juste s'assurer que tout allait bien, mais on est capable de partager des exemples, puis partager des discussions, puis on entend beaucoup d'histoires d'horreur dans la DPJ, mais moi, oui, c'est ça, mais là, je peux dire honnêtement que ça s'est bien déroulé. Là. La DPJ a su quand rentrer et a su quand sortir. OK. Oui, fait que moi, les intervenants ont vraiment bien géré le dossier. C'est rare qu'on entende ça. Ça arrive peut-être plus souvent qu'on pense. De le mentionner. Oui, tu fais bien, Pierre. Pierre, une autre affaire que j'aimerais que tu fasses, c'est les gars qui nous écoutent. Il y en a là qui nous écoutent qui doivent dire tabarouette, et ça m'interpelle au bout. Là. Ça fait qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui est peut-être exactement dans la situation que tu étais à différents degrés, puis toi, tu es allé chez Entraide ou autre. Qu'est-ce que tu leur racontes à ces gars-là qui nous écoutent? De ne pas avoir peur, puis de ne pas être gêné, puis de ne pas prendre ça comme si c'était un cheminement long et pénible. Parce que, honnêtement, 20 semaines, ça s'est passé super vite. La gang est accueillante. Les intervenants sont à leurs affaires. On pense que 20 semaines, c'est long, mais honnêtement, j'en aurais pris plus. Ah ouais? J'aurais continué. Fait que tout le monde a leur parcours différent dans le groupe. C'est pas tout le monde qui a des problèmes avec la DPJ. Ça peut être pour d'autres situations. Mais moi, au début, j'étais comme, OK, c'est long, 20 semaines. Tu t'investis. Est-ce que je vais être capable de finir? Ou est-ce que je vais aimer ça? Ouais. Mais quand tu rentres là-dedans, ça passe vite. Tu te fais pas juger. Puis tu crées des relations avec les gens. Puis je trouve ça, c'est extraordinaire parce que tu peux prendre des situations personnelles, tes partages, mais tu peux prendre aussi des faits des autres, puis tu peux les mettre dans ton parcours, à ton cheminement personnel, puis sans vraiment te retrouver dans leur situation, mais ça peut te donner des trucs puis des choses que, OK, ça, il faut pas que j'aille là. Ça, je peux prendre ça comme exemple, puis ça donne une perspective différente sur mon cheminnement. Mais, bien honnêtement, moi, au début, c'était la peur de m'investir à long terme comme ça. Mais en toute honnêteté, là, ça s'est passé vite, puis ça a été très agréable. Je m'en savais un peu comme super. Pardon? Bravo de l'avoir fait. Bravo. Merci de ton partage aussi aujourd'hui. C'est nécessaire que tu l'aies fait. Merci pour ça, Pierre. Oui, franchement, Pierre, je te lève mon chapeau. Je suis sûr que c'est utile à mort ce que tu viens de faire. Je suis bien content d'avoir partagé. Salut, Merci. mon vieux. Bye. Et justement, on va parler avec Geneviève Landry, devine qui, directrice générale d'Entraide pour hommes. Allô, Geneviève? Allô, ça va bien? Ben oui, écoute, j'en reviens pas. Un autre client satisfait, on aurait le goût de dire... Ben, pour moi, c'est tellement agréable d'entendre ça. Et Ben oui. merci beaucoup, Pierre, pour ton témoignage, parce que les gens, la population en général, on a l'impression qu'il y a un homme qui utilise des comportements violents. C'est le gars qui est grand, qui abat à tous les jours, qui est vraiment méchant, alors que la violence conjugale a différents visages. On a entendu les difficultés de Pierre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Pierre amène un message d'espoir, alors que beaucoup de gens qui ne croient pas au changement, les gens pensent que on est violent, que ça fait partie, vraiment de notre identité, alors que non, avoir des comportements violents, c'est un problème de comportement qui se change. Et c'est ça le message de Pierre, de dire 20 semaines, c'est pas si long que ça. J'ai appris plein de choses, j'ai changé des choses. Alors moi, je trouve ça intéressant et j'espère vraiment que ça va interpeller les auditeurs qui sont pris dans cette dynamique-là. Là. Mais surtout que, dans l'actualité, on parle des féminicides. Il y en a eu encore 2 cette semaine. C'est sûr que ça choque. Là. Il y a explosion de 165 % des signalements d'harcèlement criminel aussi dans les 10 dernières années. Quand on féminicide, c'est le pire de ce qui peut arriver, mais j'imagine qu'il y a une escalade à ça. Là. Ça peut commencer un peu comme je suis violent au début, j'ai de l'agressivité, puis à un moment donné, ça vient au cou. Là. Il y a une escalade, j'imagine. Oui, il y a effectivement une escalade. Ce qu'il faut comprendre, c'est 2 féminicides de trop, c'est toujours de trop. Okay? Par contre, au Québec, il y a 27 000 cas de violence conjugale dénoncés par année. Fait qu'il n'y a pas 27 000 cas de féminicide, heureusement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas tous les hommes qui ont des comportements violents qui en viennent à avoir des idées d'homicide. Ça, je pense que c'est important
de le nommer. Et il y a des drapeaux rouges qu'il faut reconnaître, entre autres, et on le voit dans les situations, là, refus de la séparation, avoir des comportements d'harcèlement, avoir des symptômes de dépression, faire des menaces de mort. Ce sont les drapeaux rouges qu'on doit reconnaître et que je pense que tout le monde devrait connaître parce qu'à partir du moment où je détecte, je vois ces drapeaux-là chez un ami, chez un collègue de travail, mais je peux, comme citoyenne, appeler soit un organisme pour hommes comme Entraide pour hommes ou une maison d'aide et d'hébergement pour pouvoir discuter avec eux. Nous, on est experts dans faire l'évaluation du risque d'homicide et on peut, après ça, pouvoir installer un filet de sécurité justement pour prévenir les homicides conjugaux. Mais ça choque à chaque fois. Ça vient d'où cette violence-là? On a l'impression qu'il y a plus de violence, mais ça part d'où tout ça? Pourquoi? Ben, en fait, il y a plusieurs. Est-ce qu'il y a plus ou moins de violence conjugale? On me pose souvent la question, mais c'est difficile d'y répondre parce que c'est sûr qu'il y a une hausse des dénonciations, mais en même temps, on a fait beaucoup de sensibilisation. Maintenant, la tolérance sociale à la violence conjugale est moins élevée. Donc, est-ce qu'il y en a plus ou est-ce que c'est parce qu'on dénonce plus? C'est difficile à dire d'où ça vient. Il y a 3 grands facteurs de risque chez les hommes qui utilisent la violence. Le premier, expérience du passé, je les explique après. Le deuxième, mes circonstances de vie. Et le troisième, mes caractéristiques individuelles. Quand je parle de l'expérience du passé, ce qu'on va voir, c'est des hommes qui ont évidemment un passé de négligence, de violence conjugale ou d'intimidation dans le parcours scolaire. Les circonstances de vie, ben j'ai un problème de santé mentale, je vis une rupture difficile, j'ai une relation difficile avec mes enfants, je suis en situation de précarité. Et l'autre facteur qui appartient vraiment à l'individu, est-ce que je suis quelqu'un qui, de façon générale, est impulsif, a l'impression d'être rejeté, est toujours en colère. Fait que c'est multi factoriel et c'est pour ça que nous, on va vraiment travailler sur les facteurs de protection. Hein. C'est ça qui aide à ne plus avoir de comportement, c'est-à-dire on va travailler tes habiletés de communication, l'autorégulation des émotions, le temps d'arrêt étant je me retire d'une situation quand je sens que ça bouille par en dedans et on va aussi beaucoup travailler l'empathie et tout ça vraiment dans une optique de responsabilisation. Geneviève Landry, je reviens avec ce que j'ai parlé avec Pierre. La gestion de la contrariété, je t'entends pas parler de ça, mais j'ai l'impression que l'étincelle, c'est ça. Je me trompe-tu? Non, tu te trompes pas. En fait, quand je parle d'autorégulation des émotions, c'est ça. Okay. De vivre des contrariétés, ça monte par en dedans. Il faut que je sois capable de vraiment d'identifier ces signaux-là et de faire mon temps d'arrêt. Fait que la contrariété, quand elle est mal vécue, effectivement, on parle d'autorégulation des émotions. Et souvent, on porte une lunette noire. Ça veut dire que je vais observer une situation. Supposons, je sais pas, moi, par exemple, mon conjoint, il est supposé arriver à 5 heures. Il est rendu 6 heures moins quart. Il est pas arrivé. Si dans ma tête, je pars en disant, bon, mais qu'est-ce qu'il a fait encore? Y a-tu été voir une amie puis il me l'a pas dit? Y a-tu fait ci? Y a-tu fait ça? Quand il va arriver à la maison, je vais dire, voyons, t'étais où? Je t'attends depuis 45 minutes. Alors que si je travaille, j'enlève ma lunette noire puis je me dis, ouais, il y a peut-être du trafic. Peut-être que son boss l'a arrêté dans le cadre de porte en me disant, est-ce que tu peux m'amener tel document? Quand il va rentrer à la maison, mon attitude va être super différente. Ça va dire, hey, ça va-tu, chérie? Y avait-tu beaucoup de trafic? Donc, on va travailler ça et ça fait aussi partie. Reconnaître ta lunette noire, ce qui se passe dans ta tête, ça fait partie de la gestion des contrariétés et la gestion des émotions aussi. Okay. On parle beaucoup aussi de caméras corporelles, de géolocalisation. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles technologies-là qui sont de plus en plus dans le quotidien par rapport à des hommes ou des femmes victimes de violences conjugales? Oui, puis en passant, avant que tu répondes, Geneviève Landry, je trouve que moi, tes lunettes noires, ils te font très bien. Ça fait que je voulais juste souligner. Ah, merci. C'est dit. Check. Check. Ouais, je pourrais peut-être m'en procurer des roses pour les prochaines entrevues. C'est sûr que ce qu'on observe sur le terrain, l'arrivée des dispositifs de sécurité et l'arrivée des textos Messenger, ça vient, le comportement violent a changé et c'est beaucoup plus facile. C'est pas rare, nous, qu'on voit des hommes qui, au départ, puis ça glisse rapidement, puis des hommes, au départ, vont acheter une caméra pour surveiller l'extérieur de la maison. Il y a une difficulté de couple, il se questionne à savoir ça va voir ailleurs, fait qu'il tourne la caméra vers l'intérieur, finit par la mettre dans la chambre à coucher, finit par... Alors c'est sûr, puis tu sais, sur Amazon, tu peux en commander 3, puis ça arrive dans 2 heures. Là. Ouais. Fait que la facilité
d'utiliser ça et que ce soit au niveau social, c'est acceptable là, d'avoir des caméras chez toi, c'est acceptable de géolocaliser tes enfants, c'est acceptable, c'est devenu une pratique. Mais plusieurs hommes, ont glissé vers la surveillance par facilité. Il y a un contexte de vie, je me sens pas bien, et là, c'est là à la portée de la main. C'est sûr que je me questionne beaucoup là-dessus. Je pense qu'il y a une sensibilisation aussi à faire sur l'utilisation de ces mécanismes-là. Vas-y. Oh, non. C'est quoi ton fait saillant le plus spectaculaire? C'est quoi le cas qui est arrivé à Entraide? Puis que tu dis, waouh, c'était quelqu'un à la rigueur que peut-être tu disais, on pourra pas le réchapper, lui, il va finir en prison ou je sais pas. Puis que finalement, évidemment, je veux pas un nom, mais c'est quoi que tu peux dire, waouh, on a vraiment, mais là, viré ça bout pour bout? Il y a tellement des belles histoires, mais ce qui me vient spontanément... Puis moi, ça fait 30 ans que je travaille ici, là, fait que des histoires, j'en ai plein, là. Fait que j'en ai une tonne. Et la majorité des belles histoires, parce que je continue à aimer mon travail, puis je pense que je le fais avec passion. Je pense qu'une très belle histoire qui m'a beaucoup marquée. J'animais un groupe d'intervention et cet homme-là avait des idées d'homicide. Et c'était à l'époque où on n'avait pas encore d'outils d'appréciation, là. Fait que, on fonctionnait plus par le pif, là. C'est quand même nouveau comme sujet. Et j'avais pris la décision d'appeler les policiers à ce moment-là. Il s'est fait arrêter. Il a passé, évidemment, la fin de semaine en prison. Et la semaine d'après, c'est sûr que quand il est arrivé au groupe, il était fâché. On a travaillé ça. Et cette personne-là a terminé son cheminement et est revenue à toutes les années avec sa conjointe pour me parler de comment s'était passé son année. Fait que ça, c'est sûr que c'est assez gros et spectaculaire là, comme situation. Mais c'est sûr que des belles histoires, il y en a plein. La violence conjugale a différents visages. Ce qu'on voit dans les médias, c'est ce qui est très grave, très sévère, alors que, je veux pas minimiser, il y a des impacts quand même, mais ça pourrait être mon frère, ça pourrait être ton ami qui un jour se ramasse dans une dynamique de violence conjugale. Est-ce que vous trouvez que les lois sont assez sévères, assez fermes pour les agresseurs, pour les violents extrêmes, pour les récidivistes? On a fait des pas, là, on pense à la loi Gabi-Renaud, mais est-ce qu'on en fait assez? En fait, tu sais, quand on parle de dissuasion, un homme, je vais te dire l'exemple frappant, c'est ça, quand il frappe sa femme, OK? C'est pas toujours réfléchi, il fait pas, oh non, je le ferai pas parce que je vais faire 10 ans de prison. Ouais. Fait que moi, je suis plus une fan des mesures préventives. Je me dis, on va réussir à endiguer ou du moins diminuer le phénomène de violence conjugale si on ajoute de la prévention. Et quand je parle de prévention, tu sais, les féminicides, les 2 féminicides de cette semaine qui est très... Moi, ça me touche encore beaucoup. Même après 30 ans, je suis excessivement à l'envers à toutes les fois. Ben, ces hommes-là étaient connus du service de police. Fait que cet homme-là est arrêté, il est interpellé par la police, on lui lit ses droits, il a plus le droit de retourner chez eux, avec raison, mais là, on le pitch comme ça dans la société en attendant sa date de comparution. Et il devient... Et les facteurs de vulnérabilité sont hyper hauts à ce moment-là. Le risque de récidive, le risque d'impulsivité, d'avoir des idées noires est très, très élevé. Nous, à l'Entraide pour hommes, depuis 2022, on a un projet qu'on appelle Proximité avec le service de police Richelieu-Saint-Laurent. Je dis pas que c'est une recette miracle, mais je dis qu'on ajoute dans la prévention. J'ai une équipe d'intervenants, 2 intervenants, intervenantes qui entrent en communication avec tous les suspects et auteurs de violences 48-72 heures après l'arrestation. Approche très humaine en disant on sait que tu as été arrêté, ça se trouve être, je pense que c'est difficile, tu veux-tu en parler? Évidemment, nous, notre intention, c'est d'évaluer le risque d'homicide, d'évaluer la sévérité, de lui faire connaître les services. 70% des hommes rejoints acceptent l'intervention, acceptent de discuter avec mon intervenante, avec mon intervenant. Et ce sont des hommes qui, de façon spontanée, seraient pas venus à l'entraide pour hommes. Ils me disent tout, je savais même pas que ça existait, j'aurais pas été, ou j'étais tellement gênée d'avoir été arrêtée, j'aurais jamais osé dire, hey, moi, j'ai été arrêtée. Fait que, est-ce que c'est une solution miracle? Non. Mais on ajoute, tu sais, moi, je vois beaucoup la problématique de violence conjugale, le filet de sécurité comme un panier d'épicerie.
Tu sais, si je veux bien nourrir ma famille, mais je dois mettre toutes sortes d'aliments dans mon panier. En violence conjugale, c'est ça. Et je pense que l'intervention de proximité fait partie du filet de sécurité et ça permettrait à ces hommes-là qui sont encore plus à risque après une arrestation de pouvoir intervenir sur le moment et probablement de diminuer le taux de féminicide au Québec. Hey, tu sais quoi, Geneviève Landry? Tu es directrice générale d'Entraide pour hommes, ça fait 30 ans. Elle avait 6 ans quand elle a commencé. C'est quand même capoté. Mais pour vrai, là, c'est extraordinaire d'entendre parler de ce sujet-là par quelqu'un qui le vit de l'intérieur. Ben oui. Au lieu d'être une manchette dans le journal ou peu importe, là. Puis c'est drôle parce que tu couvres tellement large. Tu couvres le côté quasiment prévention. Par contre, tu vois, elle parle du lien avec la police. C'est pas en train de dire oui, non, c'est comme un petit troupeau de moutons. Non, non. Franchement, là, t'es partout sur la glace sur cette affaire-là. Je vais te lever mon chapeau, franchement. Ben merci, puis merci à vous de me donner la tribune parce qu'on est des oubliés. Quand est-ce qu'on parle ouvrir les journaux là, cette semaine? Là? Ça fait longtemps que vous parlez. C'est mon 30 secondes de plainte. Là, okay? On ouvre les journaux, puis c'est correct. Moi, je travaille dans collaboration avec les maisons d'hébergement, les groupes de femmes. On travaille main dans la main. Mais on regarde, jamais on va aborder qu'est-ce qui se fait pour les suspects auteurs de violence, qu'est-ce qui fonctionne pas, alors que c'est lui le problème. À la source, là, il est là le problème. Fait que c'est important qu'on en parle. C'est important qu'on valorise, et Pierre le fait tantôt, il a valorisé les services, il a valorisé la demande d'aide. Donc, c'est important qu'on ait ces tribunes-là pour dire on fait partie de la solution. Et si on veut que les familles aient de mieux en mieux diminuer la violence conjugale, ben on est là, puis il faut nous utiliser. Absolument. Merci. Geneviève Landry, directrice générale Entraide pour hommes. Salut bien, bonne journée. Salut. Hey, merci. Salut.